Le 23 septembre dernier a été publié un décret qui permet désormais à tous les architectes d'effectuer des audits énergétiques sur les maisons individuelles et en copropriété. Le Conseil national de l'Ordre des architectes s'est félicité de cet élargissement du dispositif MaPrimeRénov' et nous avons voulu savoir pourquoi. Les grands entretiens, un podcast Imo Week. Valérie Flicoteau est architecte, associée au sein de l'agence 3+1 Architectes. Elle est également la vice-présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes. Nous lui avons demandé de nous expliquer ce que contenait exactement ce décret et pourquoi le Conseil national de l'Ordre des architectes était satisfait. C'est un décret qu'on attendait depuis très longtemps, sur lequel on a beaucoup œuvré, qui autorise les sociétés d'architecture à faire des audits énergétiques. Une situation qui est très technique. En fait, avant, il y avait eu un précédent décret qui autorisait les architectes libéraux à faire des audits énergétiques, mais pas les sociétés d'architecture, qui créait déjà une disparité de traitement, puisque en fait, quand on est architecte, on a le droit d'exercer soit en libéral, soit en société. Donc, c'était déjà en soi problématique. Et ce qui laissait aussi sur le carreau beaucoup de professionnels au moment où on le sait, où on manque de main-d'œuvre pour réaliser ces audits énergétiques. Donc, ce décret, il a eu pour objet déjà de réparer cette disparité, donc de permettre aussi que plus d'architectes soient en capacité de mener des audits énergétiques. Et il a aussi ouvert l'habilitation des architectes à faire des audits énergétiques pour des petites copros, des lots de moins de 50 lots. Donc là aussi, c'est quelque chose qu'on attendait beaucoup, puisque même si les architectes ont vocation aussi à intervenir sur la maison individuelle, ils ont bien sûr toute leur place dans la rénovation des copropriétés. Donc, on est très heureux que cet audit soit enfin passé. Ça faisait 1 an ou 1 an et demi qu'on l'attendait. Notamment, il était dans les tuyaux depuis pas mal de temps et la crise Covid n'a pas un peu ralenti tout le processus. Mais il a fallu quand même batailler pour avoir cette autorisation. Oui, c'est sûr qu'il a fallu beaucoup batailler pour que ça redevienne à l'agenda législatif. Donc en fait, ce décret vous permet aujourd'hui, vous l'avez dit, de faire des audits, enfin pour les sociétés d'architectes, de faire des audits à la fois pour les maisons individuelles et donc au sein de petites copropriétés. Et du coup, voilà. vous avez mis au point avec l'Ordre des architectes la palette rénovation. Vous nous la présentez ? Alors, on veut inciter, déjà recontextualiser les questions de rénovation et de rénovation du parc de logements. C'est un enjeu majeur pour la France et un enjeu si elle veut maintenir sa trajectoire carbone. Vous savez que la France est engagée dans une trajectoire carbone et s'est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre. On sait que le bâtiment est un secteur clé dans ces réductions de gaz à effet de serre. Et à l'intérieur de ce panel que sont les bâtiments, les logements sont bien sûr les bâtiments les plus nombreux. Donc il y a un réel enjeu autour de la question de la rénovation environnementale des logements. Les architectes ont toute leur place dans cette rénovation, donc ça c'est aussi un petit peu ce que sanctuarise ce décret qui reconnaît effectivement que les architectes sont des acteurs de tous les dispositifs d'aide à la rénovation. Et du coup le Conseil de l'Ordre s'est attaché à accompagner les professionnels dans ces différents travaux de rénovation, et on a mis au point des outils effectivement pour aider les professionnels, les architectes et leurs clients à se saisir de ce marché. Dans ces outils, il y a des aides au diagnostic, des aides aussi pour rappeler justement ce que c'est que l'audit énergétique et toutes les exigences de l'audit énergétique, des propositions de contrats un peu innovants pour permettre éventuellement aux architectes de faire une proposition d'intervention directement groupée avec un panel d'entreprises partenaires. Ça, c'est un contrat qui est extrêmement innovant. Aussi des outils à destination des clients des architectes, ce qu'on appelle les maîtres d'ouvrage des architectes, notamment pour leur permettre éventuellement de faire
des auto-évaluations de leurs biens pour pouvoir échanger et se mettre d'accord peut-être plus rapidement sur les objectifs qu'ils visent pour leur logement. La mallette rénovation, la boîte à outils à destination des professionnels mise au point par l'Ordre des architectes dans le cadre de MaPrimeRénov'. Cette mallette rénovation concerne donc la partie technique de la rénovation thermique, mais selon Valérie Flicoteau, la vice-présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes, la rénovation des bâtiments doit aussi être un acte social et patrimonial. Elle nous explique pourquoi. La ville, c'est quand même le bien commun et le plus partagé d'entre tous. On est tous dans une situation autant urbaine que rurale, confrontés à des bâtiments. C'est ce qui forme notre cadre de vie. Et intervenir sur ces bâtiments, et notamment intervenir pour les rénover thermiquement, c'est souvent intervenir sur leur façade et du coup éventuellement changer leur aspect extérieur. Et cet acte n'est pas un acte anodin, c'est un acte social et culturel, et aussi qui redéfinit, qui retravaille le visage des villes, et donc un acte patrimonial. Donc c'est en ce sens-là aussi que nous on milite pour que l'approche autour de ces questions de rénovation soit reconnue aussi comme étant une approche qui a une valeur ajoutée collective et patrimoniale, et c'est pas effectivement, vous le rappelez, qu'une affaire d'ingénierie et de calcul thermique. Il faut aussi savoir respecter le déjà là, le mettre en valeur, l'améliorer s'il y a lieu, mais faire avec. Et ça, cette approche du faire avec qui est un petit peu oubliée dans des approches strictement comptables et d'ingénierie. Est-ce que la crise sanitaire que nous avons traversée, que nous traversons encore, on sait qu'elle a modifié la façon dont les Français envisagent leur logement aujourd'hui, mais est-ce qu'elle a aussi modifié la vision des architectes ? Alors clairement, elle a confirmé ce que les architectes disent depuis longtemps, et toutes les alertes que font les architectes depuis très longtemps sur des questions de qualité du logement et de qualité tant de ce dont on parlait, d'une rénovation du patrimoine bâti de qualité, et donc avec ces enjeux qui ne sont pas d'ingénierie, et de la qualité à l'intérieur des nouveaux logements qui sont construits aujourd'hui dans des modèles économiques qui optimisent et rentabilisent un maximum la moindre surface construite, effectivement au détriment des aspects qualitatifs des logements. Je peux vous donner un exemple à l'appui de cette question. En gros, depuis 20 ans, les hauteurs sous plafond dans les logements ont perdu une vingtaine de centimètres, alors que la moyenne de la taille des Français a augmenté de plus de 7 centimètres. Donc, vous voyez un petit peu les situations paradoxales. Aujourd'hui, une cuisine fermée est l'exception, et on se retrouve beaucoup dans les dessins des plans avec des cuisines ouvertes très éloignées des façades dans le séjour. Oui. Bon, ça, si vous voulez, c'est très clairement la perte dans la qualité du dessin des logements. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous êtes pour le retour d'une cuisine fermée ? Je suis pas pour le retour d'une cuisine fermée. Je dis juste que aujourd'hui, dire qu'un salon qui fait 20 mètres carrés avec une ligne d'éléments de cuisine au fond, dire que c'est satisfaisant, je trouve que ça n'est pas satisfaisant, et que la cuisine est un lieu qui mérite d'avoir un accès à la façade. Est-ce qu'elle doit être fermée, est-ce qu'elle doit être ouverte ? Je pense que il y a pas de règles, et je pense qu'il faut aujourd'hui, vu les façons dans les modèles économiques actuels, le fait d'avoir une cuisine fermée est quasiment impossible. Donc c'est plutôt ça que je dénonce, c'est de ne pas avoir le choix de travailler différemment. Justement, la cuisine et la salle de bain faisaient partie, il y a encore pas si longtemps, des demandes premières des personnes pour leur futur logement. C'est toujours le cas aujourd'hui ? Est-ce que ce sont des pièces essentielles encore aujourd'hui ? Moi, si vous voulez, aujourd'hui, les plans des logements sont tellement optimisés et les surfaces sont tellement
rétréci. Je pense que ce qu'a montré la crise Covid, surtout avant les salles de bain et avant les cuisines, c'est l'envie et le désir d'avoir un accès à l'extérieur, d'un espace extérieur. Il y a eu beaucoup de sondages après la crise pour interroger les Français justement sur la qualité de leur logement, sur la façon dont ils ont passé cette période très difficile. Et ce qui revient le plus souvent, c'est le manque d'aspect extérieur, l'impossibilité d'avoir accès au ciel. Donc ça, c'est une demande première qui aujourd'hui, encore une fois, est très compliquée à accomplir dans les conditions économiques actuelles. Effectivement, la revendication pour une cuisine fermée et avec un accès direct à la façade fait partie aussi des critères de qualité, bien sûr. Je pense que les gens renoncent pas à avoir une cuisine fermée. Et quant aux salles de bain, vous savez que les normes d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et en fauteuil, finalement, dilatent beaucoup les espaces de salle de bain et de toilettes. Et cette dilatation se fait aussi au détriment d'autres pièces que sont les pièces à vivre. Je rappelle aujourd'hui que dans une chambre de 9 mètres carrés, quand vous avez mis un lit, une ouverture de fenêtre et un radiateur, vous avez quasiment plus de place pour installer un bureau. Or, on l'a vu aussi, la crise Covid va re-questionner la façon de travailler. Elle a re-questionné la façon d'être à l'école. Il y a beaucoup de gens qui ont souffert effectivement que les enfants ne puissent pas avoir un bureau dans leur chambre pour pouvoir s'isoler, pour pouvoir utiliser l'ordinateur pour leurs cours. Donc il y a aussi des questions on en revient encore à la question de la qualité. Ces questions-là sont posées et ont été révélées et mis en exergue pour tout le monde au moment du confinement. L'analyse de Valérie Flicoteau, l'architecte, sur les souhaits des Français aujourd'hui après les différents confinements dus à la crise sanitaire, avec la volonté de plus d'espace intérieur, de lumière et d'accès à l'extérieur. Mais retrouvons aussi Valérie Flicoteau dans son rôle de vice-présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes. Le 14 octobre dernier, Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, a déclaré en ouverture des Journées nationales de l'architecture « Nous n'avons jamais eu autant besoin d'architecture et d'architectes ». Cela signifie que des actions vont être menées par le gouvernement en direction des architectes, notamment pour favoriser la rénovation des bâtiments. Qu'en attend le Conseil national de l'Ordre des architectes ? Déjà, on est très heureux, on est très content de l'apprendre. On a justement formulé des propositions en faveur de la qualité dans les logements et je pense qu'on a été entendu puisque la ministre à cette occasion a aussi lancé un appel à manifestation d'intérêt pour une expérimentation dans la qualité du logement. C'est quelque chose qu'on attendait, donc on reboucle avec ce qu'on disait tout à l'heure sur les questions de qualité. Cette expérimentation va permettre de faire des démonstrateurs pour montrer qu'il est possible de faire autrement tant sur la construction neuve que sur la rénovation. Et ça, pour nous, c'est extrêmement important. On a fait aussi des appels du pied à l'ANA pour travailler avec eux sur tous les dispositifs MaPrimeRénov' et pour favoriser le travail des architectes dans le cadre des rénovations. Encore une fois, on a dit que ce soit en maison individuelle que en copropriété. Nous, on voit dans l'intervention de l'architecte une garantie supplémentaire pour les clients de l'obtention du gain de charge, puisqu'en fait, si vous voulez, l'architecte par rapport à d'autres intervenants, l'architecte est le seul qui a une vision globale de l'ensemble du bâtiment. C'est-à-dire qu'on est capable d'un côté de gérer la dimension technique qui permet au bâtiment d'évoluer. On en a parlé pour des gains de charge et de l'innovation, mais aussi une vision plus globale de mise en valeur patrimoniale et aussi de travail sur l'usage à l'intérieur du logement avec le propriétaire sur la façon dont il peut faire les travaux. C'est de changer une fenêtre, ça peut être aussi l'occasion de se re-questionner sur un aménagement de salon, sur éventuellement isoler un comble. C'est aussi la question de se poser
est-ce que c'est pas intéressant d'aménager ce comble pour récupérer une pièce en plus pour un bureau ou pour le bébé qui arrive, et donc de s'interroger sur une valeur un peu plus globale de l'usage du logement. Ça permettra aussi, on le pense, de sécuriser les travaux, d'aider les propriétaires à déclencher plus de travaux et d'avoir des rénovations qui sont les plus performantes. Je rappelle à ce sujet que l'ADEME a fait des études sur les dispositifs d'aide de l'État qui concluent que finalement les seules rénovations énergétiques performantes qui font réellement changer de classe énergétique les bâtiments, c'est celles qui sont pilotées par des architectes. Parce que les architectes ont une prescription qui est totalement indépendante des entreprises. Aujourd'hui, les entreprises qui sont prescriptrices des travaux, vous interrogez un vendeur de fenêtres, et ben il vous dit que les travaux qu'il faut entreprendre, c'est changer les fenêtres. Vous interrogez un chauffagiste, il vous dit qu'il faut changer la chaudière. L'architecte, lui, il a une vision globale, une approche globale, complètement indépendante de cette vision de la prescription, c'est-à-dire qu'il prescrit les travaux utiles au bon endroit et au bon moment, et en relation avec la capacité financière de ses clients. Et finalement, cette prescription détachée des intérêts des entreprises permet de mettre l'argent là où le bâtiment en a besoin. C'est une vraie reconnaissance, quoi. On peut le dire à quelques mois des élections présidentielles, qui est une vraie reconnaissance qui est bienvenue. Pour nous, effectivement, c'est une reconnaissance qui est bienvenue et dont on espère qu'elle va permettre, là, concrètement, vous parlez des élections présidentielles, effectivement, c'est une mise en valeur à un moment politique important. Après, il faut que le processus suive son cours, mais il y a quand même des ouvertures concrètes qui nous sont faites là, notamment autour de l'expérimentation logement. Autour de l'expérimentation logement, les derniers mots de cet entretien avec Valérie Flicoteau, architecte et vice-présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes. Merci beaucoup Valérie Flicoteau, merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Les grands entretiens, un podcast Imo Week.